soirée où André va vous dire quelques beaux textes. Bon, stop maintenant. Hein. Oh ben là, c'est foutu, c'est mort. Franchement, Ou alors on fait un concert portable. Ce serait peut-être pas mal. c'est terrible d'être... Faut qu'il ait envie de se fermer. Hein. C'est terrible d'être prisonnier de ces petits appareils. On se demande comment l'humanité a pu arriver jusqu'à aujourd'hui. Oui. L'homme de Cro-Magnon était quand même Ah, c'est pas plus sûr. libre. Hein. Bon, enfin, Oh, il y a- ça c'est une opinion. Bon, Donc voilà, revenons. Nous moutons. Voilà. Donc, pour dire de la poésie, il faut avoir affaire à des poètes. On va commencer par Baudelaire. À toi, André. il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie, de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. Et si, quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront. Il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. On continue avec Baudelaire. Bohémien en voyage. C'est ça. La tribu prophétique aux prunelles ardentes, hier s'est mise en portant ses petits sur son dos, ou livrant à leurs fiers appétits le trésor toujours prêt des mamelles pendantes. Les hommes vont à pied, sous leurs armes luisantes, le long des chariots où les leurs sont blottis, promenant sur le ciel des yeux appesantis par le morne regret des chimères absentes. Du fond de son réduit sablonneux, le grillon, les regardant passer, redouble sa chanson. Si belle qui les aime, augmente ses verdures, fait couler le rocher et fleurir le désert devant ses voyageurs, pour lesquels est ouvert l'empire familier des ténèbres futures. Oui, Baudelaire, ça n'est jamais très gai, mais c'est d'une lucidité effarante. Comme disait un proverbe russe, un pessimiste, c'est un optimiste qui sait. Hein? On continue avec Baudelaire et chacun sa chimère, poème en prose. Sous un grand ciel gris, dans une grande plaine poudreuse, sans chemin, sans gazon, sans un chardon, sans une ortie, je rencontrai plusieurs hommes qui marchaient courbés. Chacun d'eux portait sur son dos une énorme chimère, aussi lourde qu'un sac de farine ou de charbon, ou le fourniment d'un fantassin romain. Mais la monstrueuse bête n'était pas un poids inerte, au contraire. Elle enveloppait et opprimait l'homme de ses muscles élastiques et puissants. Elle s'agrafait avec ses deux vastes griffes à la poitrine de sa monture. Et sa tête,
fabuleuse, surmontait le front de l'homme comme un de ces casques horribles par lesquels les anciens guerriers espéraient ajouter à la terreur de l'ennemi. Je questionnai l'un de ces hommes et je lui demandai où ils allaient ainsi. Il me répondit qu'il n'en savait rien, ni lui, ni les autres, mais qu'évidemment ils allaient quelque part, puisqu'ils étaient poussés par un invincible besoin de marcher. Chose curieuse à noter, aucun de ces voyageurs n'avait l'air irrité contre la bête féroce, suspendue à son cou et collée à son dos. On eût dit qu'il la considérait comme faisant partie de lui-même. Tous ces visages fatigués et sérieux ne témoignaient d'aucun désespoir. Sous la coupole splénétique du ciel, les pieds plongés dans la poussière d'un sol aussi désolé que ce ciel, ils cheminaient avec la physionomie résignée de ceux qui sont condamnés à espérer toujours. Et le cortège passa à côté de moi et s'enfonça dans l'atmosphère de l'horizon à l'endroit où la surface arrondie de la planète se dérobe à la curiosité du regard humain. Et pendant quelques instants, je m'obstinais à vouloir comprendre ce mystère. Mais bientôt, l'irrésistible indifférence s'abattit sur moi, et j'en fus plus lourdement accablé qu'ils ne l'étaient eux-mêmes par leurs écrasantes chimères. L'indifférence. Oui. Toujours Baudelaire, l'homme et la mer. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir. Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image, tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mère, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous vous combattez, sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort. Ô frères ô lutteurs éternels, ô frères implacables. L'horloge. Horloge, Dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi ». Les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon, ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse. Chaque instant te dévore un morceau du délice, à chaque homme accordé pour toute sa saison. « 3600 fois par heure, la seconde chuchote. Souviens-toi. » Rapide, avec sa voix d'insecte, maintenant, dit, je suis autrefois, et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde. Remember, souviens-toi, prodigue, Esto est mort. Mon gosier de métal parle toutes les langues.
Les minutes, mortelles folâtres, sont des gangs qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or. Souviens-toi que le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher. À tout coup, c'est la loi. Le jour décroît, la nuit augmente. Souviens-toi. Le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. Tantôt sonnera l'heure où le divin hasard, où l'auguste vertu, ton épouse encore vierge, ou le repentir même, oh, la dernière auberge, où tout te dira, meurs, vieux lâche, il est trop tard. Et pour en finir avec Baudelaire, si on peut dire une telle sottise, l'albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des nuées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Oui. Il y a beaucoup de nains qui courent par les rues ces temps-ci. Maintenant, on va passer à Anna de Noailles. Être dans la nature ainsi qu'un arbre humain. Étendre ses désirs comme un profond feuillage. Et sentir, par la nuit paisible et par l'orage, la sève universelle affluer dans ses mains. Vivre, avoir les rayons du soleil sur la face, boire le sel ardent des embruns et des pleurs, et goûter chaudement la joie et la douleur qui font une buée humaine dans l'espace. Sentir dans son cœur vif l'air, le feu et le sang tourbillonner ainsi que le vent sur la terre. S'élever au réel et pencher au mystère. Être le jour qui monte et l'ombre qui descend. Comme du pourpre soir aux couleurs de cerise, laisser du cœur vermeil couler la flamme et l'eau. Et comme l'aube claire appuyée au coteau, avoir l'âme qui rêve au bord du monde assise. Bien. Maintenant, André va vous dire un texte de Jean Racine. Rimbaud disait de Racine qu'il était le plus grand poète français. Je pense qu'il était assez qualifié pour parler de poésie, donc on peut lui faire confiance. C'est rapporté par Georges Pompidou dans sa très belle anthologie poétique. Pompidou qui était l'ami d'Aimé Césaire et de Léopold Sédar Senghor, qui étaient aussi des grands poètes. Voilà. Nous n'avons pas toujours des présidents de la République cultivés. Mais il y en a eu quelques-uns. Alors ça s'appelle « Sur les vaines occupations », justement. Quel charme
vainqueur du monde, vers Dieu m'élève aujourd'hui. Malheureux l'homme qui fonde sur les hommes son appui. Leur gloire fuit et s'efface, en moins de temps que la trace du vaisseau qui fend les mers, ou de la flèche rapide, qui, loin de l'œil qui la guide, cherche l'oiseau dans les airs. De la sagesse immortelle, la voix tonne et nous instruit. Enfants des hommes, dit-elle, de vos soins, quel est le fruit? Par quelle erreur, âme vaine, du plus pur sang de vos veines, acceptez-vous si souvent, non un pain qui vous repaisse, mais une ombre qui vous laisse plus affamé que devant? Le pain que je vous propose sert aux anges d'aliment. Dieu lui-même le compose de la fleur de son froment. C'est ce pain si délectable que ne sert point à sa table le monde que vous suivez. Je l'offre à qui veut me suivre. Approchez. Voulez-vous vivre? Prenez, mangez et vivez. Ô sagesse, ta parole fit éclore l'univers, posa sur un double pôle la terre au milieu des mers. Tu dis, et les cieux parurent, et tous les astres coururent dans leur ordre se placer. Avant les siècles tu règnes. Et qui suis-je, que tu daignes jusqu'à moi te rabaisser? Le Verbe, image du Père, laissa son trône éternel, et d'une mortelle mère voulut naître homme et mortel. Comme l'orgueil fut le crime dont il naissait la victime, il dépouilla sa splendeur, et vint, pauvre et misérable, apprendre à l'homme coupable sa véritable grandeur. L'âme, heureusement captive, sous ton joug trouve la paix et s'abreuve d'une eau vive qui ne s'épuise jamais. Chacun peut boire cette onde. Elle invite tout le monde. Mais nous courons follement chercher des sources bourbeuses ou des citernes trompeuses, d'où l'eau luit à tout moment. Oui, dans ces 17e, 18e siècles, on avait le sens de l'harmonie, dont Platon disait qu'elle était la règle du monde, hein, puisqu'il parlait de la musique des planètes. Maintenant, on a plutôt tendance à chercher le chaos, la destruction, voilà. Quand on entend Racine, Baudelaire, on s'aperçoit que la langue française est une langue magnifique, une langue musicale. Et pourtant, elle n'a pas d'accent tonique. Donc, sa musique repose sur l'intelligence. C'est très important. Elle est très en péril en ce moment, évidemment. Hein? Le SMS ne l'arrange pas. Il suffit d'ouvrir la télévision et d'écouter la radio, on s'aperçoit des dégâts. Ça va être difficile de plus en plus, n'est-ce pas? Bien. Alors maintenant, un très beau poème de Victor Hugo, qu'on connaît moins que Lorsque l'enfant paraît, par exemple, mais qui, à mon avis, est encore plus sensible et plus profond. Voilà encore un grand poète. C'est lui qui a inventé, vous savez, dire, en parlant d'une grande rue, une artère, c'est lui qui a inventé ce mot-là, dans cette intention-là. À toi, André. Qu'était-ce que l'enfant? Qu'était-ce que la mère? Je l'ignorais. C'était la saison éphémère qui nous enchante et n'a qu'un défaut, durer peu. Avril. De ma mansarde, entr'ouverte au ciel bleu, je regardais, à l'heure où le jour vient de naître,
Une femme tournant le dos à la fenêtre. Assise sur son lit, un enfant dans ses bras. Je devinais l'enfant. Je ne le voyais pas, tant ils étaient tous deux serrés l'un contre l'autre. Malheur aux faibles, ô sombre horizon que le nôtre. Cette femme était là, seule, en ce bouge étroit. Elle avait un enfant, mais avait-elle un toit? Était-elle, humble plante et rose infortunée, livrée à ce vent noir qu'on nomme destinée, qui brise au haut des monts le cèdre et le sapin? Avait-elle du lait? Avait-elle du pain? De quoi manger? De quoi nourrir? Poignant problème. Nos lois sont les carcans de la misère blême. Avait-elle un amant? Avait-elle un mari? Qu'un rameau soit flétri parce qu'il est fleuri, c'est triste. Et c'est, hélas, souvent le sort des femmes. Ce vil monde punit l'éclosion des âmes. Elle semblait rêver sous un nuage obscur. Elle ne parlait pas et regardait son mur. Moi, j'étais dans l'aurore, elle dans les ténèbres. Et je ne distinguais, dans ces ombres funèbres, de ce double destin entrevu vaguement, rien que deux petits bras, pressant un cou charmant. Il nous dit beaucoup de choses en peu de mots, hein, là, Victor Hugo. C'était un être qui avait un grand cœur. C'est lui qui a dit, plus il y aura de librairies, moins il y aura de prisons. D'ailleurs, c'est bien, d'ailleurs, on vient de faire une université, fut-elle catholique, à la place de la prison Saint-Paul. C'est un pas en avant. Mais il y a, comme vous pouvez le remarquer, il y a de moins en moins de librairies. Hélas. Maintenant, un autre très grand poète, un néoclassique, un peu, c'est un digne successeur, un enfant de Racine, c'est Aragon, dont Claudel disait « c'est l'idiot l'enchanteur ». Rien n'est précaire comme vivre. Rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger. Un jour tu passes la frontière. D'où viens-tu? Mais où vas-tu donc? Demain qu'importe, et qu'importe hier. Le cœur change avec le chardon. Tout est sans rime ni pardon. Passe ton doigt, là, sur ta tempe. Touche l'enfance de tes yeux. Mieux vaut laisser basses les lampes. La nuit plus longtemps nous va mieux. C'est le grand jour qui se fait vieux. Les arbres sont beaux en automne. Mais l'enfant, qu'est-il devenu? Je me regarde et je m'étonne de ce voyageur inconnu, de son visage et ses pieds nus. Peu à peu, tu te fais silence, mais pas assez vite pourtant pour ne sentir ta dissemblance, et sur le toit même d'antan tomber la poussière du temps. C'est long vieillir au bout du compte. Le sable enfuit entre nos doigts. C'est comme une eau froide qui monte, c'est comme une honte qui croît, un cuir à crier qu'on corroie. C'est long d'être un homme, une chose, c'est long de renoncer à tout. Et sens-tu les métamorphoses qui se font au-dedans de nous, lentement plier nos genoux?
Ô mer amère, ô mer profonde, quelle est l'heure de tes marées? Combien faut-il d'années secondes à l'homme pour l'homme abjuré? Pourquoi? Pourquoi c'est si magré? Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger. Vous savez que le général de Gaulle, quand il était à Londres, dans cette période terrible que nous avons vécue, il disait à la radio des vers d'Aragon. Voilà. Lui aussi, il était dans les traits. Encore Aragon. C'est certainement un texte que vous connaissez parce qu'il a été mis en musique par Léo Ferré, magnifiquement bien. Le voilà. L'affiche rouge. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de nuit et de barbe, hirsutes, menaçants, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer, vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir, Français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse, et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini, plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants. Ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient « La France !» en s'abattant. Comme quoi, les étrangers ne sont pas tous mauvais. Maintenant, on va passer à un poète, un grand poète, l'ami italienne de Pablo Neruda, que j'ai eu la chance de rencontrer quand j'étais plus jeune, à Bordeaux, parce qu'il avait été fait lecteur honoris causa à l'université de Bordeaux. Il m'avait dédicacé un livre, El Canto General. Il disait « Dans mon pays, les soldats commandent aux juges. » Voilà, un pays où on marche sur la tête. Et son poème s'appelle « La pauvreté ». Tu ne l'aimes pas. Elle t'effraie, la pauvreté.
Tu ne veux pas aller avec des souliers usés au marché, ni en revenir dans ta vieille robe. Amour, nous n'aimons pas, comme les riches le voudraient, la misère. Et nous l'arracherons comme une dent mauvaise qui a mordu jusqu'à présent le cœur de l'homme. Pourtant, je ne veux pas que tu craignes. Si elle arrive par ma faute à ta maison, s'il advient que la pauvreté en chasse tes souliers dorés, qu'elle ne chasse pas ton rire, le pain de ma vie. Si tu n'as plus assez pour payer ton loyer, dirige avec fierté tes pas vers le travail. Et pense, mon amour, que moi je te regarde et que nous sommes en notre union la plus grande richesse jamais rassemblée sur la terre. Oui. Maintenant, on passe à Jacques Prévert, évidemment, que j'aime beaucoup parce que il parle simplement comme Jean de La Fontaine, et avec des mots simples qui ne nous effraient pas, dont on n'a pas besoin d'aller chercher le sens dans le dictionnaire. Il nous dit tout, l'essentiel. On commence avec le désespoir est assis sur un banc. Dans un square, sur un banc, il y a un homme qui vous appelle quand on passe. Il a des binocles, un vieux costume gris. Il fume un petit minace, il est assis. Et il vous appelle quand on passe, ou simplement il vous fait signe. Il ne faut pas le regarder, il ne faut pas l'écouter, il faut passer. Faire comme si on ne le voyait pas, comme si on ne l'entendait pas. Il faut passer, presser le pas. Si vous le regardez, si vous l'écoutez, il vous fait signe. Et rien, ni personne ne peut vous empêcher d'aller vous asseoir près de lui. Alors, il vous regarde et sourit. Et vous souffrez atrocement. Et l'homme continue de sourire. Et vous souriez du même sourire, exactement. Plus vous souriez, plus vous souffrez atrocement. Plus vous souffrez, plus vous souriez, irrémédiablement. Et vous restez là, assis, figé, souriant sur le banc. Des enfants jouent tout près de vous. Des passants passent tranquillement. Des oiseaux s'envolent quittant pour un arbre pour un autre. Et vous restez là, sur le banc. Et vous savez que jamais plus vous ne jouerez comme ces enfants. Vous savez que jamais plus vous ne passerez tranquillement comme ces passants. Que jamais plus vous ne vous envolerez quittant un arbre pour un autre comme ces oiseaux. On continue avec Prévert, avec la chasse à l'enfant. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Qu'est-ce que c'est que ces hurlements? Bandits, voyous, voleurs, chenapans. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit « J'en ai assez de la maison de redressement ». Et les gardiens, à coups de clé, lui avaient brisé les dents. Et puis, il l'avait laissé, étendu sur le ciment. Bandits, voyous,
voleur, chenapan. Maintenant, il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui. Les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis. Tous les braves gens s'y sont mis. Qu'est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs? Ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit. On tire sur lui à coups de fusil. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Tous ces messieurs sur le rivage sont bredouilles et verts de rage. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Rejoindras-tu le continent? Rejoindras-tu le continent? Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Et maintenant, la grasse matinée. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi, la tête de l'homme qui a faim, quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin. Une tête couleur de poussière. Ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête, l'homme. Il n'y pense pas. Il songe. Il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple, avec une sauce au vinaigre. Ou une tête de n'importe quoi, qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement. Et il grince des dents, doucement. Car le monde se paye sa tête, et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer. Ça dure. 3 jours, 3 nuits, sans manger. Et derrière ces vitres, ces pâtés, ces bouteilles, ces conserves. Poissons morts protégés par les boîtes, boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte. Que de barricades pour si malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot, café crème et croissant chaud. L'homme titube. Et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots. Un brouillard de mots. Sardines à manger, œufs durs, café crème, café arrosé rhum, café crème, café crème, café crime, arrosé sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs, soit un café arrosé 0 francs 70, 2 tartines beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim.
disait l'abbé Pierre, comment devient-on voyou? C'est ça la vraie question. Voilà. Alors, on va passer à quelque chose de plus riant. Hein? La fontaine, le chat, la belette et le petit lapin. Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette, un beau matin, s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. La Belette avait mis le nez à la fenêtre. « Ô dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître ?» dit l'animal chassé du paternel logis. « Oh là, madame la Belette, que l'on déloge sans trompette, ou je vais avertir tous les rats du pays. » La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Jean Lapin allégua la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois, qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui, de père en fils, l'ont de Pierre à Simon, puis à moi Jean, transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage? Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Grobis. C'était un chat, vivant comme un dévot ermite, un chat faisant la chatte, un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin pour juge l'Agré. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Grippeminot leur dit: « Mes enfants, approchez, approchez, je suis sourd, les ans sont la cause. » L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée il vit les contestants, Grippeminot le bon apôtre, jetant des deux côtés sa griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. Bien, je vous parlais un petit peu avant d'Aimé Césaire et de Léopold Sédar Senghor. Ils étaient ensemble avec Georges Pompidou dans Bain-de-Sup, rue d'Ulm. Ils étaient codisciples. Et là, avant, Césaire avait connu Léopold Sédar Senghor au lycée Henri IV. Tout dans le même coin, là, c'est bien. Moi, j'ai été pensionnaire au collège Sainte-Barbe, c'est dans rue Soufflot, en face, là, il y a le Panthéon, la rue Valette, avec Sainte-Barbe, la bibliothèque Sainte-Geneviève, de l'autre côté, lycée Henri IV. Et après, si on descend plus bas vers le boulevard Saint-Michel, il y a le lycée Saint-Louis, etc. La Sorbonne, évidemment. Quand même, la France est un lieu de culture. On a tendance à l'oublier, mais voilà, c'est du passé. Donc, c'est une lettre d'Aimé Césaire à Léopold Sédar Senghor, longtemps après qu'ils fussent étudiants. Léopold, en ces heures de célébration que te dédie la communauté des hommes et des nations, je ne souhaite que te dire, une fois encore, l'immense fraternité de l'âme
qui nous unit depuis bien plus d'un demi-siècle. T'en souvient-il, Léopold, de ces fiévreuses années où dans le monde de l'avant-guerre, à l'âge où l'on se forme et l'on peut rêver sa vie, nos cœurs et nos esprits cherchaient à démêler les fils d'une histoire universelle où la page africaine restait vide et où l'on déniait à l'homme noir le droit à l'humanisation. Nous avons alors vécu près de 10 ans, sans jamais nous quitter, échangeant nos réflexions, échangeant nos livres, nous disputant, concevant ensemble l'avenir que notre jeunesse nous promettait d'embraser par notre feu commun, la parole poétique. Avec toute sa valeur opératoire, avec son double visage de nostalgie et de prophétie, salvatrice, récupératrice de l'être, intensificatrice de vie. Plus de 6 décennies nous séparent aujourd'hui de ces moments d'enthousiasme, fondateurs de nos œuvres respectives et de nos destins croisés. Mais tu le sais autant que moi, notre foi en l'homme, d'où qu'il vienne, reste intacte. Même s'il est douloureux de devoir, avec les mots de l'âge mûr, accepter l'autre visage de la nostalgie, celui que nous imposent les pesanteurs et les déconvenus, à l'aune desquels il nous faut mesurer la folie de notre utopie nécessaire. Intacte aussi notre amitié, indélébile, têtue, malgré l'éloignement et l'absence, arrachant à la vie le mystère de notre don réciproque. Léopold, tu restes pour moi le frère fondamental, celui qui a apporté au jeune déraciné que j'étais, quand tu m'as ouvert les bras au lycée Louis-le-Grand en ce jour de septembre 1931, la clé de moi-même, l'Afrique, les Afriques, notre Afrique, avec sa philosophie et son humanisme profond. Cette fin du siècle que nous avons cheminé ensemble y est grave, lourde et parfois triste. Mais ce n'est pas l'Afrique perdue. Refusons de le croire. Plus qu'hier encore, il est place pour tous au rendez-vous de la conquête, car l'universel à refondre questionne l'urgent déplacement des identités particulières. Que resterait-il à l'histoire si l'homme abdiquait à l'impasse et au renoncement? Contre la désespérance, perdure notre foi d'antan et continue les combats d'aujourd'hui ancrés dans l'éternité de la terre nourricière. Maintenant, 2 autres poètes, au sens fort du terme, des créateurs, René Char et Albert Camus, qui ont échangé une longue correspondance, dont certains ont fait un spectacle d'ailleurs. Oui, René Char qui disait « La lucidité est la blessure la plus proche du soleil ». Beau sujet de philosophie pour les futurs bacheliers, enfin ceux qui arriveront. Donc voici donc une lettre d'Albert Camus à René Char. Mon cher René, je suppose que vous avez maintenant reçu L'Homme révolté. La sortie en a été un peu retardée par des embarras d'imprimerie. Naturellement, je réserve pour votre retour un autre exemplaire qui sera le bon. Bien avant que le livre soit sorti, les pages sur Lautréamont, parues dans les Cahiers du Sud, ont suscité une réaction particulièrement sotte et naïve et qui se voulait méchante de André Breton. Décidément, il n'en finira jamais avec le collège. J'ai répondu,
sur un autre ton, et seulement parce que les affirmations gratuites de Breton risquaient de faire passer le livre pour ce qu'il n'était pas. Ceci pour vous tenir au courant de l'actualité bien parisienne, toujours aussi frivole et lassante, comme vous le voyez. Je le ressens de plus en plus, malheureusement. D'avoir expulsé ce livre m'a laissé tout vide et dans un curieux état de dépression aérienne. Et puis, une certaine solitude. Mais ce n'est pas à vous que je peux apprendre cela. J'ai beaucoup pensé à notre dernière conversation, à vous, à mon désir de vous aider. Mais il y a en vous de quoi soulever le monde. Simplement, vous recherchez, nous recherchons le point d'appui. Vous savez du moins que vous n'êtes pas seul dans cette recherche. Ce que vous savez peut-être mal, c'est à quel point vous êtes un besoin pour ceux qui vous aiment et qui, sans vous, ne vaudraient plus grand-chose. Je parle d'abord pour moi, qui ne me suis jamais résignée à voir la vie perdre de son sens et de son sang. À vrai dire, c'est le seul visage que je connaisse à la souffrance. On parle de la douleur de vivre, mais ce n'est pas vrai. C'est de la douleur de ne pas vivre qu'il faut dire. Et comment vivre dans ce monde d'ombre? Sans vous, sans 2 ou 3 êtres que je respecte et chéris, une épaisseur manquerait définitivement aux choses. Peut-être ne vous ai-je pas assez dit cela, mais ce n'est pas au moment où je vous sens un peu désemparé que je veux manquer à vous le dire. Il y a si peu d'occasions d'amitié vraie aujourd'hui, que les hommes en sont devenus trop pudiques parfois, et chacun estime l'autre plus fort qu'il n'est. Notre force est ailleurs, dans la fidélité. C'est dire qu'elle est aussi dans nos amis, et qu'elle nous manque en partie, s'ils viennent à nous manquer. C'est pourquoi aussi, mon cher René, vous ne devez pas douter de vous, ni de votre œuvre incomparable. Ce serait de douter de nous aussi, et de tout ce qui nous élève. Cette lutte qui n'en finit plus, cet équilibre harassant, et à quel point j'en sens parfois l'épuisement, nous unissent quelques-uns aujourd'hui. La pire chose, après tout, serait de mourir seul et plein de mépris. Et tout ce que vous êtes ou faites se trouve au-delà du mépris. Revenez bien vite, en tout cas. Je vous envie l'automne de l'Agne et la Sorgue et la terre des Atrides. L'hiver est déjà là, et le ciel de Paris a déjà sa gueule de cancer. Faites provision de soleil et partagez avec nous. Très affectueusement à vous. C'est bien. La générosité, c'est Édouard Herriot, qui a été maire de Lyon pendant 50 ans, qui disait « La bonté, c'est l'intelligence du cœur. » Voilà. Maintenant, André va nous lire un passage de la pièce de Sacha Guitry, de Bureau, les conseils du père à son enfant qui prend le relais dans la tradition théâtrale. Passe le témoin. Adore ton métier. C'est le plus beau du monde. Le plaisir qu'il te donne est déjà précieux.
mais sa nécessité réelle est plus profonde. Il apporte l'oubli des chagrins et des maux. Et ça, vois-tu, c'est encore mieux. C'est mieux que tout. C'est magnifique. Et tu verras ce que c'est qu'une salle qui rit. Tu l'entendras. Ça, c'est unique, mon chéri. Oh, le bruit que ça fait. Tu verras, c'est très beau. Imagine un très grand silence. On vient de lever le rideau. Un silence absolu, complet. On entendrait voler un impresario. Soudain, tu viens de faire une chose qui plaît. Un geste inattendu, comique. Et ça commence tout à coup, car ça commence d'un second. Et voilà le silence rompu qui vole en mille éclats. Le public s'abandonne à l'immense rafale qui gronde et le secoue. Et le rire, au galop qui traverse la salle, emporte tout, les chagrins, les soucis et les peines. Et comprends bien ceci. Comprends que c'est pour ça qu'ils viennent. À ceux qui font sourire, on ne dit pas merci. Je sais, oui, ça ne fait rien. Sois ignoré. Va donc, laisse la gloire à ceux qui font pleurer. Je sais bien qu'on dit d'eux qu'ils sont les grands artistes. Tant pis, ne sois pas honoré. On n'honore jamais que les gens qui sont tristes. Sois un paillasse, un pitre, un pantin, que t'importe. Fais rire le public, dissipe son ennui. Et s'il te méprise et t'oublie, sitôt qu'il a passé la porte, va, laisse-le, ça ne fait rien. On se souvient toujours si mal de ceux qui vous ont fait du bien. Mais peut-être qu'un jour, alors, tu connaîtras ce bonheur, ignoré de la gloire éphémère, ce bonheur qu'on n'achète pas. Oui, peut-être qu'un jour tu seras populaire. Et ça, vois-tu, c'est presque aussi bon que l'amour. Un grand auteur, hein, Sacha Guitry. Il a fait 5 fois la 6e, après il a abandonné. Eh oui, il y en a d'autres qui font l'ENA et qui nous emmerdent. Bien. Alors maintenant, on va passer à Alphonse Allais. Alphonse Allais, un jour, il était à un repas comme ça avec une société brillante, et parmi des gens de toute classe sociale, mais plutôt de classe aisée. Et à la fin du repas, la maîtresse de maison demande à Alphonse Allais: Monsieur Alphonse Allais, vous nous raconterez bien une histoire? Il dit: oui, oui, je veux bien, après que le général ait tiré un coup de canon. Voilà, c'est bien. L'esprit se perd. Là, c'est un conte d'Alphonse Allais. Il y avait une fois un pauvre bougre. Tout ce qu'il y avait de plus calamiteux en fait de pauvres bougres. Sans relâche ni trêve, la guigne. Une guigne affreusement verdâtre s'était acharnée sur lui. Une de ces guignes, comme on n'en compte pas 3 dans le siècle le plus fertile en guignes. Ce matin-là, il avait réuni les sommes éparses dans les poches de son gilet. Le tout constituait un capital de 1,90 franc. C'était la vie aujourd'hui. Mais demain, pauvre bougre. Alors, ayant passé un peu d'encre sur les blanches coutures de sa redingote, il sortit, dans la fallacieuse espérance de trouver de l'ouvrage. Cette redingote, jadis noire, avait été peu à peu transformée par le temps, ce grand teinturier,
en redingote verte. Et le pauvre bougre disait maintenant, de la meilleure foi du monde, « ma redingote verte ». Son chapeau, qui lui aussi avait été noir, était devenu rouge, apparente contradiction des choses de la nature. Cette redingote verte et ce chapeau rouge se faisaient habilement valoir. Ainsi rapprochés complémentairement, le vert était plus vert, le rouge plus rouge, et aux yeux de bien des gens, le pauvre bougre passait pour un original chromomaniaque. Toute la journée du pauvre bougre se passa en chasse folle, en escalier 1000 fois monté et descendu, en antichambre longuement monté, en courses qui n'en finiront jamais. Et tout cela pour pas le moindre résultat. Pauvre bougre. Afin d'économiser son temps et son argent, il n'avait pas déjeuné. Ne vous apitoyez pas, c'était son habitude. Sur les 6 heures, n'en pouvant plus, le pauvre bougre s'affala devant un guéridon de mastroquets des boulevards extérieurs. Un bon caboulot qu'il connaissait bien, où pour 4 sous, on a la meilleure absinthe du quartier. Pour 4 sous, pouvoir se coller un peu de paradis dans la peau, comme disait Feuskrim. Ô joie pour les pauvres bougres! Le nôtre avait à peine trempé ses lèvres dans le béatifiant liquide qu'un étranger vint s'asseoir à la table voisine. Le nouveau venu, d'une beauté surhumaine, contemplait avec une bienveillance infinie le pauvre bougre en train d'engourdir sa peine à petites gorgées. « Tu n'as pas l'air heureux, pauvre bougre » fit l'étranger d'une voix si douce qu'elle semblait une musique d'ange. « Oh non, pas d'état. Tu me plais beaucoup, pauvre bougre, et je veux faire ta félicité. Je suis un bon génie. Parle. Que te faut-il pour être parfaitement heureux? Je ne souhaiterais qu'une chose, bon génie, c'est d'être assuré d'avoir 100 sous par jour jusqu'à la fin de mon existence. Tu n'es vraiment pas exigeant, pauvre bougre. Aussi ton souhait va-t-il être immédiatement exaucé. Être assuré de 100 sous par jour. Le pauvre bougre rayonnait. Le bon génie continua. Seulement, comme j'ai autre chose à faire que de t'apporter tes 100 sous tous les matins et que je connais le compte exact de ton existence, je vais te donner tout ça en bloc. Tout ça en bloc? Apercevez-vous d'ici la tête du pauvre bougre? Tout ça en bloc. Non seulement il était assuré de 100 sous par jour, mais dès maintenant, il allait toucher tout ça en bloc. Le bon génie avait terminé son calcul mental. Tiens, voilà ton compte, pauvre bougre. Et il allongea sur la table 7 francs 50. Le pauvre bougre, à son tour, calcula le laps de temps que représentait cette somme. 1 jour et demi. N'avoir plus qu'1 jour et demi à vivre, pauvre bougre. Bah, murmura-t-il, j'en ai vu bien d'autres. Et prenant gaiement son parti, il alla manger ses 7 francs 50 avec des danseuses. Voilà. Bien, et on va finir avec un texte du billard qui, en principe, se joue à 2. Si tu veux, on le fait à 2, mais elle le fait toute seule. Pas question. Elle est bilingue. C'est pas une classe, hein. Elle est très bien.
les petits. Oui, c'est le petit gros. Regardez, regardez, regardez. Le voilà parti. Zoup. Oh, il va revenir. Tiens, en voilà deux autres. Ouh, à la lisière, tout noir. Ah, vous êtes sûr que c'en est? En tout cas, il bouge. Oui, vous avez raison. Non, pas l'air très convaincu. Non. Sûrement qu'ils n'iront pas loin. Et puis, en plus, ils perdent je ne sais quoi. Peut-être de l'essence. Oui, ils laissent comme un sillage. Vous croyez qu'ils le font exprès? M'étonnerait. Ils m'ont plutôt l'air crevés. Ils ont une fuite. C'est eux qu'ils perdent derrière eux. Ils s'arrêteront quand il n'y en aura plus d'eux. Il ne restera plus que leurs traces en zigzag. C'est émouvant. Je voudrais bien qu'ils parviennent à la mer Rouge. Qu'est-ce que vous appelez la mer Rouge? Un peu en dessous et un peu à droite de l'Arc de Triomphe. Ah oui, parce que s'ils arrivent à la traverser sans se dissoudre, ça prouvera au moins quelque chose. Ça prouvera quoi? Justement, je me le demande. Ah, revoilà le petit gros. Oui, je vous dis, c'est le plus actif. À quoi ça peut bien lui servir de s'agiter comme ça? Je sais pas. En tout cas, on sent bien qu'il le fait exprès. Ah oui, ce n'est pas un nerveux, comme celui-là, tenez, qui revient avec son espèce de grand parapluie vert. Oh, celui-là, vraiment, il me dégoûte. Trouvez pas qu'il tremble? Plus en plus. Il va pas vite, mais il tremble. Si. On a même l'impression, tellement il tremble, que la peau de son parapluie se détache par instant. On voit le jour au travers. Regardez le petit gros. Il s'est arrêté. Je le vois plus. Ah! Regardez bien, entre le violet et le truc qui ressemble à un machin. Non, je vous assure. Je ne vois que du bleu qui rougeoie et du rouge qui verdoie. Mais je ne vois pas le petit gros. Là alors, vous m'inquiétez. Pourvu qu'il ne soit pas sauté dans l'œil. Ça n'aura rien d'étonnant, à force de s'agiter comme il fait, ce vibrion. Clignez de l'œil un peu. S'il est dedans, ça lui fera peur. Alors, je cligne, clic, clic, clic. Mais il ne bouge pas. Clic, clic. Vous ne le voyez toujours pas? Non. Mais voilà une parenthèse que vous n'avez jamais vue. Tenez, rouge et noir, qui a l'air de tomber comme un cil. Ah oui, elle est jolie celle-là. Dommage qu'elle tombe. Vous en faites pas, je la connais. Elle va s'arrêter. Vous êtes sûr que c'est une parenthèse, comme vous dites? C'est la première que je vois de ce genre-là. On dirait qu'elle a des cheveux longs. Ça y est, je revois le petit gros. Oh, ben tant mieux. Je n'étais pas tranquille pour mon œil. Oh, ben le voilà qui prend la parenthèse en remorque. Zoup!
les soirs, à cette heure-ci, c'est comme ça. Et vous allez voir, d'ici 5 ou 6 secondes, les granules jaunes vont envahir le terrain. C'est régulier. Tenez, voilà le trembleur verdâtre qui décampe. Il a dû les sentir venir. Pauvre vieux, il se disloque. Il a perdu un bout de son Cotentin. Il doit être vieux. Tenez, les voilà. Oh, oh, ben non. Oh, ben non. Ils sont pas drôles. On voit plus que du jaune. Et puis, je vous préviens, il y en a pour un moment. D'ailleurs, c'est bien simple. Quand ils arrivent, je ferme. Bon, eh ben moi aussi. Et puis ça finit par faire mal aux yeux. De regarder comme ça, dans un trou, avec un seul œil. C'est moins fatigant quand on a les 2 trous pour soi tout seul. Faudra que j'en perce 2 autres. Remettez bien le bouchon, hein, et le papier pas par-dessus. Ma femme n'est pas au courant. C'est un mur en briques? Oui, enfin, ce qu'on appelle des briques de nos jours. Ce qui fait la solidité du mur, c'est surtout le papier qu'on colle dessus, chacun de son côté. Vous croyez qu'ils ont collé du papier aussi, vos voisins? Non, mais les précédents locataires. Parce que tout de même, c'est des drôles de gens, vos voisins. Oui, vous avez vu, hein? Au début, je n'arrivais pas à y croire. Ce n'est pas des gens ordinaires. On se demande vraiment d'où ils sortent. Je suppose que ce sont des provinciaux. Oui, mais alors d'une province vraiment très lointaine, et même un peu arriérée. Ce n'est pas qu'ils soient antipathiques, non. Le petit gros, par exemple, il a l'air d'un bon bougre. Mais on sent bien qu'ils n'habitent pas Paris depuis longtemps. Ils ont gardé leur manière à eux. C'est plus grave que ça. Je comprends très bien que votre propriétaire n'ait pas osé leur refuser le logement. D'autant que ça a l'air d'être une famille nombreuse. Mais vraiment, à votre place, je ne serais pas tranquille avec des voisins comme ça. C'est des drôles de gens. Les voisins, c'est toujours des drôles de gens. Plus ou moins, oui. Vous auriez vu ceux que j'avais avant, par exemple. Insensés, ils étaient. Ils s'appelaient Dupont. On aurait dit des zouaves. À 4 heures du matin, ils étaient debout. À 5 heures, le moulin à café et les tartines. À 6 heures, ils se rendormaient. À 7 heures, réveil général. On entendait leur semelle qui craquait. Tout le temps du mimosa plein les vases. Le monsieur travaillait dans le beurre. Avec ça, jaloux comme un tigre. La dame buvait. Raisonnablement, mais enfin, elle buvait. Et la jeune demoiselle, ça je peux vous le dire, puisque c'est sa chambre que je voyais par mes trous, eh bien, elle n'était pas normale. Une cinglée qui se déshabillait dans le noir. Ah non, comme voisin, je préfère encore ce jeu maintenant. De toute façon, ce n'est jamais bien agréable d'avoir des voisins. Faudra que je vous montre le mien un de ces jours. C'est un grand balai, avec des citrons qui pendent de chaque côté. Il tombe tout le temps. Il est de l'Académie Goncourt. Et en plus, il se drogue. Jamais vu un type pareil. Voilà. Les voisins, bourreaux d'enfants. Voilà. Voilà.
Un beau texte de Ferry s'appelle La mémoire et la mer. La mémoire, c'est un ferment de l'intelligence. Ouais. Sans la mémoire, l'intelligence vaticine. Vaticine, ça n'a rien à voir avec le Vatican. Vaticiner, voilà un joli verbe de la langue française. Bien, c'est très bien, André. Là, tu as bien servi ces poètes. Tu pourrais jouer dans Plus belle la vie. Comment Là est-ce aussi, c'est qu'il plein de faut poètes. le Là. prendre? Mais il t'a pas donné le texte que tu dois dire, donc tu peux choisir ce que tu veux. Alors nous, il y a beaucoup de crimes dans la vie. On devrait tuer tous, les gens se débarrasser d'un man. Oui, c'est vrai. Ah, ouais. D'un coup. Daesh choisit mal. Reste à savoir quand on commence. Ouais. Plutôt que de tuer des innocents, ah, les pros, il faut qu'ils gagnent leur vie. Bon, Mais tu Bien fais qu'un manger, seul hein soir, André. hein? Un seul soir, tu fais. Elle a dansé Ah bah pour oui. ce l'été, oui. Ce serait bien de le reprendre. Mais oui, mais tu vois, déjà un soir, on Qui a c'est qui de la parle? peine à C'est moi. rassembler Ah, une Françoise dizaine de personnes. Hein. Ah oui, mais tu sais que là, ils veulent pas. Hein. Parce que. Bah, je crois que c'est un soir. Hein. Et oui, c'est comme le TNP, qu'est-ce que Moi, je veux bien les reprendre, mais alors dis-moi où. Ah, je sais pas. Bah voilà. Je m'en tu fous sais, ça. Non, c'est dommage. Parce que les grands Oui. jazzmen et Oui, c'est dommage. jazzwomen dans les années 30 à New York, ils recevaient souvent du public chez eux, Non, on peut peut-être ils jouaient réduire. pour 4-5 personnes. Ouais. Comme disait Brassens, au-dessus de 4, on est une bande de cons. Pareil. Ah, tu filmes plus, Fabrice, c'est pas utile. Non. Ah bon? Voilà, c'est bien. Bravo. Bon,